Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, est arrivé ce soir à Abidjan pour une visite officielle de 48 heures. Cette visite fait suite à celle effectuée en mars dernier en Turquie par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. La deuxième réunion internationale sur la transformation du cacao vient de se tenir à Abidjan. L'enjeu est de faire de la Côte d'Ivoire le premier transformateur mondial de fèves. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement est à l'œuvre. Anne Désiré Oloto emploie tous les moyens contre l'insalubrité. Avec la nature et l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'actifs, elle s'est rendue à Port-Boué pour le ramassage des déchets et sachets plastiques. Hillary Clinton a largement battu hier Bernie Sanders à la primaire démocrate de Caroline du Sud. Elle doit sa victoire en large partie à l'électorat noir majoritaire en Caroline du Sud. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI1. Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, est arrivé ce soir, comme vous le voyez, à Abidjan pour une visite officielle de 48 heures. Il est accompagné de son épouse et de plus de 150 hommes d'affaires turcs. Cette visite fait suite à celle effectuée en mars dernier en Turquie par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Ce voyage du président Erdogan est placé sous le signe de l'économie et des investissements sur le continent africain par la Turquie. Notons que le président turc prend part présentement à un dîner offert par le président Ouattara. Au cours de cette cérémonie, il sera élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national ivoirien. La visite du président turc en Côte d'Ivoire va booster les affaires entre les deux pays. Dès demain déjà se tient un forum ivoiro-turc à la maison de l'entreprise ici à Abidjan, dans la commune du Plateau. Des relations d'affaires seront nouées entre les chefs d'entreprise turcs et ivoiriens. Mamadou Traoré et Jean-Jacques Kwame se sont penchés sur les enjeux de ce forum. Une visite officielle à l'ère de l'éco-diplomatie, comme celle qu'effectuera le président turc en Côte d'Ivoire. Plus de 100 hommes d'affaires turcs effectueront le déplacement d'Abidjan pour échanger avec leurs homologues ivoiriens lors d'un forum économique. Un remake de celui tenu à Istanbul lors de la visite officielle du président Alassane Ouattara en Turquie en mars 2015. Il y a plusieurs secteurs qui sont représentés, l'agro-industrie, les infrastructures, les bâtiments, les TIC et que sais-je encore, qui seront représentés et qui vont permettre donc à des Ivoiriens d'aller rechercher des partenaires, d'aller rechercher des points commerciaux, des fournisseurs, des clients. Et ça va être, je pense, une très belle plateforme pour booster un peu ces relations économiques entre ces deux pays. La rencontre d'Abidjan sera également l'occasion pour les patrons turcs et ivoiriens d'évaluer le conseil d'affaires mis en place depuis le forum d'Istanbul avec pour mission d'assurer le suivi des intentions d'investissement turc en Côte d'Ivoire. Mais la partie ivoirienne entend donner une nouvelle impulsion à cet organe. C'est vrai que nous voulons que les investisseurs turcs arrivent, mais il est important que les PME ivoiriennes aujourd'hui aillent voir ce marché turc qui est un marché de qualité, un marché compétitif en termes de prix, et un marché avec des produits aux normes européennes. De 2013 à fin 2015, les investissements turcs en Côte d'Ivoire sont passés de 4 à 16 milliards de francs CFA, selon le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire CPC. Une évolution jugée faible au regard de la volonté des deux pays de renforcer leurs relations économiques et commerciales. Et cette visite du président turc en Côte d'Ivoire coïncide avec la tenue de la deuxième réunion internationale sur la transformation du cacao. L'enjeu est de faire de la Côte d'Ivoire le premier transformateur mondial de fèves. Les acteurs veulent lever tous les obstacles à cette transformation. Les travaux se sont déroulés en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, veut devenir premier transformateur de fèves. Et pour y arriver, le gouvernement veut s'appuyer sur le partenariat public-privé, a indiqué le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la deuxième réunion internationale des opérateurs de transformation du cacao. S'agissant plus précisément du cacao, la Côte d'Ivoire projette à l'horizon 2020 un objectif minimum de 50% de transformation, mais un taux, voire de 100%, si c'est possible, pour la première transformation. C'est tout le sens du partenariat gagnant-gagnant
instaurée avec les opérateurs privés comme une composante importante du cadre de gouvernance de la filière depuis la réforme 2012. Mais l'approvisionnement en fèves des unités de broyage, la fiscalité, les lenteurs observées et les formalités d'exportation sont des obstacles à la transformation. Nous sommes convenus donc de travailler sur les 3 axes principaux. La fiscalité attachée donc à la transformation, l'accès aux fèves pour remplir les capacités. Et tout ceci doit se faire dans un groupe de travail sur un délai de quelques semaines afin de conclure et d'apporter donc de nouvelles mesures qui permettront donc de faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne définitivement le premier pays transformateur de cacao dans le monde. Un groupe de travail paritaire gouvernement opérateur de la transformation du cacao sera mis en place. Il aura pour mission d'approfondir l'analyse des préoccupations des acteurs de la filière et de faire des recommandations dans un délai de 3 mois minimum. C'était un reportage d'Abou Sanogo. Nous prenons à présent la direction de la France où se tient depuis hier le Salon international de l'agriculture. La Côte d'Ivoire est présente dans la capitale française. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, actif à ce salon, a visité la ferme géante et présenté aux acteurs du monde de l'élevage français les ambitions du gouvernement ivoirien dans le domaine des ressources halieutiques. Hugues Aveblé est notre envoyé spécial à Paris. La star du Salon de l'agriculture 2016, c'est Ella Cerise. Elle a 8 ans et attire bien de regards. Au nombre de ses admirateurs, le ministre des Ressources animales et halieutiques. Aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que les animaux d'ici puissent aller chez nous et dans le cadre des croisements, que nous puissions disposer d'animaux autant que nous le voyons ici. Pas moins de 4000 bêtes peuvent être admirées au Salon de l'agriculture 2016. Parmi elles, il y en a qui étaient représentées au Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le Sahara, en 2015. Restés en Côte d'Ivoire, ces ambassadeurs de l'agriculture française sont actuellement croisés avec des races locales pour l'amélioration de la production de lait et de viande. Ces animaux s'adaptent assez bien en Côte d'Ivoire. Lors du Sahara 2015, nous avons importé la race limousine que vous avez ici, la race charolaise et l'abondance. Sur le calepin du ministre des Ressources animales et halieutiques au SIA 2016, différentes rencontres professionnelles avec un objectif des plus clairs. Notre objectif en étant dans ce salon, c'est de tisser des partenariats publics-privés avec les opérateurs économiques qui excellent dans le domaine bovin et pouvoir relancer notre élevage. Et les choses semblent bien engagées. Nous étions sur la Côte d'Ivoire et lors de cette visite privée, nous avons rencontré sur la région de Séguala un des éleveurs et des autorités. Et nous avons discuté plus globalement d'une devoir ou d'une expertise pour voir comment on pourrait redynamiser l'élevage de ruminants dans cette région. Pour vous, c'est une grande opportunité d'en parler au ministre aujourd'hui au Salon de l'agriculture. Monsieur le ministre était apparemment très intéressé par ce projet. Ouvert ce samedi dans un contexte social difficile pour les agriculteurs de l'Hexagone, le SIA va offrir pendant 9 jours aux 400 000 visiteurs attendus la possibilité de découvrir en plein cœur de Paris la Côte d'Ivoire à travers ses ressources agricoles, animales et halieutiques et sur des stands qui portent fièrement les couleurs nationales. Les statistiques sont nécessaires aujourd'hui pour la gouvernance et le pilotage des politiques d'intégration. Déclaration du directeur général adjoint du FMI aux étudiants de l'NCA, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan. M. Oro Furusawa, en visite à Abidjan, a fait un tour dans cette école pour échanger avec ses étudiants. Et pour lui, l'une des conditions essentielles à la réussite des stratégies mises en place pour améliorer le niveau de vie des populations est la production des statistiques fiables et de qualité. Lansine Bakayoko, Jean-Jacques Kwame. Le 2 février dernier à Accra, au Ghana, le Fonds monétaire international FMI a organisé une conférence de haut niveau sur l'amélioration des données statistiques. Objectif, asseoir de meilleures politiques macroéconomiques. Ce vendredi encore à Abidjan, le directeur général adjoint en visite à l'NCA a expliqué que les statistiques sont aujourd'hui une exigence pour améliorer la qualité de l'éducation et booster l'emploi.
En Côte d'Ivoire, 3 points ont besoin d'être amplifiés. L'investissement, l'inclusion et la gouvernance. Si l'investissement permet de doper l'économie, l'inclusion a vocation à rétablir les équilibres. Quant à la gouvernance, elle constitue un gage de transparence en matière de gestion publique. Le suivi de la mise en œuvre des politiques et programmes en vue d'atteindre ces objectifs nécessite un effort dans tous les domaines d'application de la statistique, particulièrement l'agriculture, les mines, l'énergie, l'environnement, les infrastructures, l'industrie, le social, y compris la santé et l'éducation. Pour la Côte d'Ivoire, le FMI a accepté d'apporter un appui pour la production et la diffusion des données statistiques. Une mission du département des statistiques est attendue à Abidjan en avril prochain. L'idée est d'appuyer l'outil statistique national en vue de le rendre éligible au système général de diffusion de données améliorées. La destination Côte d'Ivoire vendue au Maroc au 4e Forum international Afrique et Développement. La délégation ivoirienne multiplie les activités pour présenter les potentialités de notre pays. Les investisseurs présents à ce forum se sont imprégnés des opportunités d'affaires, nous explique notre envoyé spécial au Maroc, Justine Seydiki. La Côte d'Ivoire fait figure de proue en matière de coopération sud-sud. En témoignent les investissements marocains en Côte d'Ivoire dans le domaine des infrastructures. Participer au financement de l'économie ivoirienne, c'est déjà important. C'est un maillon de la coopération sud-sud. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour écouter d'abord, savoir un peu ce que nous aussi on peut apporter. À ce rendez-vous de partage de stratégies de développement, d'échanges commerciaux et d'investissements, la Côte d'Ivoire compte nouer davantage de partenariats et attirer encore plus d'investisseurs. L'attractivité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est établie. Est tellement établie qu'aujourd'hui nous voulons mettre en place une stratégie qui doit aller chercher les compétences pour satisfaire nos besoins pour le PND 2016-2020. Clubnet est ici vraiment pour attirer des partenaires en Côte d'Ivoire. Une présentation des perspectives économiques et des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire pour convaincre les opérateurs économiques. La présentation nous a donné appétit pour qu'on puisse venir connaître un peu mieux et plus le Côte d'Ivoire. On y croit, et d'ailleurs le Maroc entier y croit. Notre roi, Sa Majesté et tout le Maroc aujourd'hui, il met sur le partenariat, l'Alliance Afrique-Afrique. La Côte d'Ivoire participe à ce 4e Forum international Afrique Développement consacré à l'agriculture, l'électrification et l'entrepreneuriat avec une forte délégation composée notamment du CPC, de la CGC, de la Chambre de commerce et d'industrie et du BNET. Loin du Maroc, ici en Côte d'Ivoire, ce rêve des populations de la région de Nzi qui se réalise. Les travaux de construction de l'unité de transformation du manioc à Dimbokro, chef-lieu de région de Nzi, vont démarrer. La première pierre de cette usine vient d'être posée. L'objectif des autorités locales de faire de la région de Nzi la boucle du manioc est ainsi affiché. Sokoradjan, quartier de Dimbokro dans la région de Nzi. Une fois par semaine, Yo Nezou est obligé de réparer cette machine. Elle produit environ 1500 kg de manioc par jour. Son activité lui rapporte entre 2500 et 7500 francs CFA selon la demande. Quitter l'informel. C'est possible grâce à l'unité de transformation du manioc qui sera bientôt construite à Dimbokro. La présidente de la fondation Servir, Henriette Konambédié, a procédé à la pose de la première pierre de cette usine. Les travaux commencent en juin prochain. La capacité de production, l'usine nous propose 500 tonnes par jour, 300 tonnes par jour, 1000 tonnes par jour, mais ça dépendra de la quantité de manioc que nous allons faire dans les plantations. Il faut faire la commercialisation, il faut travailler la terre, il faut sortir, il faut faire les ventes de micros, de gros. Au cours de cette cérémonie, les acteurs du développement ont dit leur engagement à accompagner les différentes associations de producteurs de manioc. Ils sont conscients
de ce que la culture du manioc va générer des ressources et se substituer à la culture du cacao, autrefois source de richesse pour la région. Acteurs locaux du développement, l'initiative que vous conduisez, celle de transformer l'ancienne boucle du cacao en boucle du manioc, va sans aucun doute restaurer le bonheur aux populations d'Unzi et faire oublier l'amertume de la disparition de la boucle du cacao. Pour Henriette Konan-Bédié, il y a urgence à mettre les femmes au travail. Elle a fait don de 3 millions de francs CFA aux femmes amazones de Dimbokro pour l'achat de boutures de manioc. Un geste qui traduit la volonté de la présidente de la fondation Servir à lutter contre la pauvreté en zone rurale. Reportage réalisé pour vous par Francis Boifo. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement est à l'œuvre. Anne-Désirée Oloto emploie tous les moyens contre l'insalubrité avec l'ANASUR, l'Agence nationale de salubrité urbaine, et l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Elle a fait le tour du littoral à Port-Boué, un tour pour débarrasser l'endroit des déchets et sachets plastiques. Ahmed Traoré, Moussa Konaté. Guy est enseignant et habite le sous-quartier de Jean Folly dans la commune de Port-Boué. En déambulant à travers les rues de son quartier, il se rend compte de l'ampleur que prend l'insalubrité. Effectivement, c'est incompréhensible parce que là, ça obstrue la circulation, ça crée aussi des accidents. Mais si à chaque fois on encombre la chaussée, effectivement, nous tous, on a beaucoup à y perdre. Ce désordre-là n'avantage personne. Ordures ménagères, occupation anarchique, autant de désordres que Anne-Désirée Oloto veut éradiquer. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement affiche sa détermination. Son défi est d'arriver à l'insalubrité zéro dans toutes les communes. C'est une initiative citoyenne que nous voulons partager avec les Ivoiriens. Cette initiative consiste donc à venir libérer notre capitale de tous les déchets, les sachets plastiques, les papiers qui malheureusement envahissent nos rues et donnent cette image de ville insalubre, de ville sale, de ville malsaine. La ministre Anne-Désirée Oloto n'est pas seule dans ce combat. L'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'actifs, en collaboration avec l'ANASU, Agence nationale de la salubrité urbaine, entendent apporter leur soutien. L'armée ivoirienne, de par l'École nationale des sous-officiers, n'a pas voulu rester en marge et elle a voulu poser un acte civique d'un premier temps et d'un second temps montrer à la population comment, un tant soit peu, elle devrait se comporter compte tenu de son cadre de vie. Un effectif de 150 éléments de l'ENSOA sera déployé tous les week-ends durant une période de 2 mois sur des sites identifiés afin de les nettoyer. Quittons Port-Boué pour Assini. Le Rotaract Club d'Abidjan vient d'organiser dans cette localité la 15e édition de la journée carrière. Cette journée vise à permettre aux élèves, aux étudiants d'être mieux informés sur les filières d'orientation dans les universités, les institutions, mais aussi de faire découvrir aux jeunes en quête d'emploi les opportunités d'emploi et de stage dans les entreprises. Konepa Gassoro. École primaire publique Jean-Luc Ruel d'Assini dans le sud Comoé. Des élèves en uniforme, d'autres en t-shirt et en civil devant et à l'intérieur des salles de classe. Ils sont venus s'informer sur les opportunités d'orientation dans les universités et institutions de la place. Nous sommes venus ici pour nous informer un peu sur les différentes filières que nous pourrons faire après le bac. Ils nous ont donné plus d'informations. On pourra faire notre choix maintenant. Mon père veut m'encourager à aller à l'université. Donc ce matin, mon éducatrice est venue me voir. Donc, elle m'a dit de participer pour que je puisse avoir plus d'informations. Cette journée a permis aux jeunes de la ville d'Assini en quête d'emploi de découvrir des opportunités d'emploi et de stage. Elle s'inscrit dans le cadre de la 15e édition de la journée carrière initiée par le Rotaract Club d'Abidjan Cocody, parrainée par le Rotary Club d'Abidjan Cocody Sud. Cette journée carrière permet aux élèves, aux jeunes, d'opérer un choix d'études et aussi pour ceux qui sont diplômés, qui sont en quête d'emploi, de connaître les opportunités qui existent au sein des entreprises. Plus de la moitié de la population est jeune. Donc il nous fallait aider en tout cas à la mise en place de structures pour informer, pour sensibiliser, pour orienter les jeunes d'Assini dans tous les métiers. À cette journée, le roi des Essouma, Fian Moussou V, le président du conseil régional du Sud Comoé,
Le directeur de l'emploi jeune, représentant le ministre de la Jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, et les autorités administratives de la région. Prestations artistiques, coupure de ruban, visite des stands, des moments qui ont également marqué la 15e édition de la journée carrière à Asseni, Mafia. Comment valoriser les petits métiers exercés par les femmes? Comment leur permettre d'avoir de meilleures conditions de travail et donc de meilleurs revenus? Ces questions ont été posées à la présidente de la commission développement de l'entrepreneuriat féminin du patronat ivoirien, Massogbé Touré, était l'invité du magazine du dimanche présenté par Fatou Fofana. Je vous propose juste un extrait de leur entretien. La CGC est une force de proposition, une plateforme d'échange pour pouvoir booster l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Notre rôle, c'est de pouvoir identifier ces femmes, aller vers ces femmes et leur enseigner la culture entrepreneuriale. Leur dire qu'il leur faut renforcer leurs capacités managériales. Leur demander de pouvoir avoir une comptabilité saine, mieux renforcer leurs capacités pour leur permettre de pouvoir accroître progressivement. De se faire confiance. Elles ont osé entreprendre. Il faut qu'elles méritent cette confiance. Il faut qu'elles croient en elles. L'entreprise n'est pas facile. Il y a des hauts, des bas. Mais le succès est au bout de l'effort. Toute chose a un début. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir parce que une femme entrepreneur ivoirienne aujourd'hui peut dire qu'elle est fière. Hier, on n'avait pas, mais aujourd'hui, nous avons beaucoup d'opportunités. Il y a des fonds jeunes. Il y a le fonds FAFSI. Et c'est le lieu pour moi de rendre un hommage mérité à la première dame au grand cœur, qui a bien voulu mettre un fonds à la disposition des femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent se prendre en charge, pour assurer leur autonomie financière. Ce que je conseille à mes sœurs, il faut qu'elles se fassent confiance, qu'elles aient une vision, qu'elles aient le goût du travail, le travail bien fait. Quand on a une vision, on a une passion, on arrive toujours. Ouvrons à présent le chapitre politique de cette édition avec le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Après s'être interrogé en 2013 sur comment préserver l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, on réfléchit aujourd'hui au moyen de préserver la cohésion au sein du RHDP, du Parti unifié. L'initiative est du groupe des communicateurs du RHDP et ce groupe a permis de recueillir une série de propositions lors d'une conférence tenue aujourd'hui même à Abidjan. Christelle Mena. 2 semaines après la formation du Parti unifié, le groupe des communicateurs du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, réfléchit à comment préserver la cohésion au sein du parti. La dynamique du RHDP doit être préservée. Il faut la préserver afin de consolider les acquis. Mais pour le faire, cela nécessite la mise en place d'une attitude de confiance. D'abord entre les militants du RHDP, confiance entre les militants et les leaders, mais confiance également entre les partis qui composent l'Alliance. Et nous pensons que tout cela doit déboucher sur le rassemblement, sur l'unité, qui sont les valeurs incarnées par le président Houphouët-Boigny et qui sont des valeurs chères au président Bédié, qui est le président de la conférence des présidents du RHDP. La nouvelle du parti unifié suscite un véritable débat politique, tant à l'intérieur du parti qu'à échelle nationale. Les positions sont variées, tout comme les propositions faites lors de cette conférence initiée par Zié Koulibaly. L'une de ces propositions fait l'unanimité. Il faut informer les militants sur les vrais enjeux des décisions du 15 février. C'est surtout la foi aux valeurs de l'oufouettisme. Ensuite, la confiance en nos leaders et surtout la consolidation des coordinations locales. C'est à partir de la base que la cohésion va venir au sein du RHDP. Pour Cissé Bakongo, la cohésion au sein du RHDP ne tient qu'à 3 mots. Les 3 valeurs fondatrices de la Côte d'Ivoire. À savoir union, discipline, travail. Il faut qu'au sein du RHDP, nous cultivions l'union. Il faut qu'au sein du RHDP, nous cultivions la discipline. Et enfin, il faut qu'au sein du RHDP, nous cultivions le travail bien fait. 8 propositions en tout qui seront consignées dans un cahier et remises à Amadou Soumaoro. Le nouveau président du directoire du RHDP a quant à lui 6 mois pour travailler sur les textes fondateurs de la stratégie du RHDP, sensibiliser les militants et initier les actions à entreprendre.
Le parti politique UPCI se prépare pour les futures échéances électorales. Le parti vient de tenir une rencontre pour renforcer les capacités de ses potentiels candidats à ces élections. On retrouve Christelle Menin. Séance de formation politique pour les cadres et les futurs prétendants à la députation. Le parti politique UPCI anticipe et tisse sa toile en vue d'obtenir le maximum d'élus lors des échéances électorales à venir. Sa méthode, renforcer les capacités des futurs candidats et les imprégner des différentes étapes de l'élection législative. Nous allons aborder la question de la maîtrise du processus électoral en lui-même. Nous allons également aborder les questions relatives aux incidents et aux contentieux qu'on peut avoir à l'occasion des élections. Et nous allons aborder les questions de communication, la communication politique en période électorale. Le code électoral, la liste des circonscriptions administratives et électorales, tout a été mis à la disposition des cadres du parti en vue de faciliter leur compréhension. Nous sommes un jeune parti. Nous avons besoin de nous former sur les élections. Pour nous qui comptons être candidates en 2016 aux élections, c'est un plus. Ça nous permet de cerner tous les obstacles. Ça nous permet d'avoir de l'avance. Dans une démocratie moderne, un parti politique, l'importance se mesure par le nombre d'élus. Et comme l'adage le dit, qui veut voyager loin menace sa monture. Pour l'UPCI, créé en 2009, l'enjeu de cette formation est de taille. Avec un siège au Parlement, le parti est à 7 sièges du groupe parlementaire. Dans le viseur 2020 et déjà sans prétention de candidature pour les prochaines élections locales. Hillary Clinton a largement battu hier Bernie Sanders à la primaire démocrate de Caroline du Sud. Une victoire qui présage d'autres succès au Super Tuesday le 1er mars, étape cruciale vers l'investiture pour la présidentielle de novembre. Elle doit sa victoire en large partie à l'électorat noir majoritaire en Caroline du Sud. Christelle Menin. Les sondages l'annonçaient, les votes l'ont confirmé. Hillary Clinton enregistre un immense succès en Caroline du Sud avec 86% de voix lors de la primaire démocrate. Un score supérieur aux 78% obtenu par Barack Obama en 2008 dans le même État. Origine de cette victoire face à son adversaire démocrate Bernie Sanders, l'électorat noir représentant 6 sur 10 des votants en Caroline du Sud. Un grand merci à vous, aux 4 coins de cet État. Je suis très reconnaissante car aujourd'hui vous avez envoyé un message fort. Aux États-Unis, lorsque nous sommes unis, il n'y a aucun obstacle que nous ne pouvons franchir. Les deux candidats sont désormais au coude à coude en termes de victoire et de défaite. Bernie Sanders lui a déjà les yeux rivés sur le Super Tuesday, avec dans le viseur le candidat favori républicain Donald Trump. On va le battre parce que les Américains ne veulent pas d'un président qui insulte les Mexicains, les musulmans, les femmes, les Afro-Américains, les vétérans et tout simplement tous ceux qui ne ressemblent pas ou ne sonnent pas comme Donald Trump. Les candidats à la présidentielle américaine n'ont que 2 jours pour battre campagne avant le Super Tuesday, prévu pour le 1er mars prochain. Une date à laquelle 11 États américains devront voter pour leurs candidats, avec en perspective la convention d'investiture de juillet prochain. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Ne manquez donc pas votre émission DDF Dimanche de Foot sur RTI1 à partir de 22h. DDF est présenté par Cathy Touré et nous sommes en duplex avec elle pour avoir une idée du programme. Bonsoir Cathy Touré. Alors que nous... Eh bien, ce soir, nous allons parler de la FIFA qui a un nouveau président en la personne de Gianni Infantino. Tout à l'heure, nous donnerons donc des informations sur le nouveau président de la FIFA. Et bien sûr, nous reviendrons sur l'affaire Serge Aurier qui connaît désormais ses sanctions. Eh bien, il s'entraînera avec l'équipe réserve, il aura des travaux d'intérêt public. Eh bien, nous en parlerons en détail avec l'avis de certains journalistes à travers le monde. Et puis, en club, les représentants africains, les représentants ivoiriens en club ont donc joué ce week-end. L'ASEC Mimosa, l'Africa Sport d'Abidjan, Gagnoa et bien sûr Tanda ont joué avec des fortunes diverses. Et puis Marie-Laure, nous aurons également des informations sur nos pros et bien sûr des documents inédits comme DDF sait très bien le faire tout à l'heure à partir de 22h. Mais avant de terminer, Marie-Laure, je me permets de vous poser aussi une question. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Serge Aurier, de la sanction qui a été prise ? Mais je vais répondre, Cathy Touré. Je pense que le plus dur est passé pour le joueur. La sanction, pour moi, est raisonnable à Serge Aurier de prouver dès son retour que ce n'était qu'une erreur de parcours. C'est un bon joueur après tout, non, Cathy Touré?
Terminer ce journal, que le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, est arrivé ce soir à Abidjan pour une visite officielle de 48 heures. Il est accompagné de son épouse et de plus de 150 hommes d'affaires turcs. Cette visite fait suite à celle effectuée en mars dernier en Turquie par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Sachez que ce voyage du président Erdogan est placé sous le signe de l'économie et des investissements sur le continent africain par la Turquie. Allez, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.